Arnaud Ardouin, bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain et vous publiez, on vous retrouve sur la chaîne parlementaire, et vous publiez Président, la nuit vient de tomber au Cherche Midi. C'est un livre sur Jacques Chirac. Vous avez recueilli de très nombreux témoignages, dans ce livre 35, je crois, 35, oui. dont notamment Daniel Lecomte, qui fut l'un de ses plus proches collaborateurs. Alors, avant de parler du crépuscule du plus populaire des anciens présidents de la République, vous confirmez d'abord dans ce livre ce qu'on devinait un peu, à savoir que Jacques Chirac, pendant très longtemps, a joué à l'imbécile, au français moyen, amateur de western et de tête de veau. Il se complaisait dans ce rôle, mais pourquoi jouait-il à cela? C'était par calcul? Oui, c'est une question importante et intéressante. Elle est double. Il y a le calcul politique, c'est le rapport de la ville à la campagne, de l'énarque techno aux paysans, au bon sens paysan. Il vient de Corrèze, Jacques Chirac, sa terre, sa racine politique, c'est la Corrèze. Donc il a ce côté évidemment un peu homme de la terre, rural, parlant le bon sens populaire. Ça, c'est le Chirac qui joue, qui fabrique un peu cette image. Voilà. Effectivement, il en a un peu joué, voire trop joué. Et puis, il y a ce côté, chez Chirac, de cacher son noyau secret. C'est ce que dit Jacques Toubon. C'est-à-dire cette enveloppe secrète, celle que je dévoile dans le livre, qui est le Chirac mystique, qui s'intéresse aux arts premiers. Et ça, il le protège. Il ne veut surtout pas qu'on le sache. Par gêne, peut-être parce qu'il est mal à l'aise avec cette culture si lointaine et qu'il se dit que les Français qui vont mettre le bulletin de vote vont peut-être pas bien comprendre pourquoi ils préfèrent l'arming aux églises romanes. Voilà, peut-être. Vous citez cette phrase, en général, les hommes politiques lisent Playboy en le cachant derrière un recueil de poésie. Lui, Chirac, lisait de la poésie en le cachant derrière un magazine de Playboy. Alors, Axel, il faut être très modeste. C'est Françoise Giraud. Voilà, vous dites que c'est Françoise Giraud. C'est parce qu'il faut lui rendre cette... Alors, on s'est aperçu par la suite que Jacques Chirac était un amateur, grand amateur de poésie, des arts premiers, etc. Mais surtout, dans ce livre, alors on le savait, mais là, c'est un festival, vous nous révélez que c'était un amateur de femmes. Alors, attendez, comment il était surnommé? Monsieur 5 minutes, douche comprise. Oui, ça, c'est variable d'ailleurs des livres. Vous savez qu'il y a une littérature importante faite sur Jacques Chirac, une littérature avec des livres plus ou moins réussis d'ailleurs, mais c'est 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes. C'est un petit peu en fonction de celui qui a écrit le livre. Donc, quand il n'aimait pas du tout Jacques Chirac, il mettait 3 minutes, et quand il aimait un peu plus, il mettait 10 minutes. Mais là n'est pas l'intérêt du chapitre. Quand même, parce que vous développez, vous dites, son chauffeur le laissait, alors devant, vous dites, des députés, des bourgeoises de province, des ministres, des célébrités, il le laissait en bas de l'immeuble, il dit, je serai là, je reviendrai dans 10 minutes, et il revenait précisément dans 10 minutes, il ne fallait pas être en retard. Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui... Il consommait les femmes comme on dévore un sandwich. Un sandwich. C'est vrai qu'il a un rapport extrêmement boulimique aux femmes, c'est vrai. C'est connu, les femmes, ça valsait. C'est Bernadette qui le dit. Donc ce que je dévoile dans ce livre, tout le monde le sait plus ou moins. Mais j'ai essayé de savoir pourquoi il les consommait de cette manière. Qu'est-ce qui se passait dans la tête d'un homme, et d'un président, ou d'un homme politique, lorsqu'il décide comme ça de partir à la conquête de ses femmes? Jacques Chirac est un homme angoissé. C'est un homme qui a une profonde angoisse, que je raconte dans le livre, qui vient de ses racines familiales, qui vient finalement de ses soubassements. Et je crois... Évidemment, j'ai pas la vérité absolue, mais je crois qu'il allait chercher chez ces femmes une forme de terrain incognita, une forme d'espace dans lequel il allait retrouver sa confiance. Il se redonnait de la force avec ces femmes. Et effectivement, oui, 5, 3, 10, le chauffeur devait être à l'heure pile. S'il ratait la minute, il se faisait souvent disputer. Vous racontez même qu'en 2009, il a failli y avoir un livre qui aurait fait valser la République, où on aurait eu la révélation de tous les noms de toutes ses conquêtes. Et y avait-il des noms très connus? Probablement. Un mot sur Bernadette Chirac. Comment vit-elle cette situation? Parce qu'elle était au courant de tout. Vous avez cité qu'en 2001, elle disait « Oui, avec mon mari, les femmes, ça valsait ». Est-ce que ce n'est pas un couple tout à fait normal? C'est un couple qui s'est construit dès Sciences Po sur une relation un peu particulière, parce que je le raconte assez longuement. Ils ont une vie séparée depuis... Une vie séparée. 60 ans, non? 60 ans, et pour autant, c'est un couple qui a tenu. Alors, c'est vrai que Béatrice d'Andia le dit avec beaucoup d'élégance, c'était la descendante de Talleyrand. Béatrice d'Andia, elle dit « On ne divorce pas dans ces familles ». C'est vrai. Mais c'est un couple qui avait toujours besoin fusionnellement l'un de l'autre. Lorsque Chirac était très loin, Bernadette cherchait à le joindre, et inversement, quand Bernadette partait en Corrèze faire des campagnes, elle a fait des campagnes, il lui demandait « Mais elle est où? Je veux lui parler ». Donc c'est un couple assez étrange, qui a fait effectivement un peu sa vie, avec quand même une façon de vivre de Jacques Chirac très polygame, on peut le dire. Elle s'en venge aujourd'hui, d'ailleurs. On dit elle est assez dure avec elle, oui, avec lui. Elle est dure avec lui et des proches qui on peut la comprendre après tout ce qu'elle a dû avaler. C'est très difficile, bien entendu. Ils se sont construits sur, à mon avis, la réussite, l'accession au pouvoir. Ils ont bâti ça ensemble
quand même. Ils se sont battus dans des difficultés face à Laurence, la maladie de Laurence. Je pense à aussi sa fille qui est morte et bien sûr l'an dernier et qui, toute sa vie, Donc, depuis l'âge de 14 ans, elle était anorexique. Absolument. Jacques Chirac, président préféré des Français, et qui, dites-vous, laissera dans l'histoire l'image d'un homme de paix. D'ailleurs, son nom circule pour vendredi en tant que prix Nobel de la paix. Ce serait à quel titre? Effectivement, son nom circule. Arnaud Ardouin. Au titre de l'homme de paix. D'ailleurs, c'est une tête de chapitre parce que j'ai mis un certain temps. Le paradoxe de Jacques Chirac, c'est qu'il aura aimé faire la guerre d'Algérie. Il ne l'aura pas aimé sur le plan forcément politique, mais il aura fait la guerre. Dans sa jeunesse. Cette jeunesse, cette espèce de folie. Mais la paix, c'est évidemment l'Irak. 2003, bien sûr, le refuge face à George Bush. Bien sûr. Il y a deux analyses. L'une qui est développée par un ancien ministre de la Culture et qui dit « il n'a pas fait la guerre parce que le Tigre et l'Euphrate, pour Jacques Chirac, c'est le berceau de la civilisation. La Mésopotamie, c'est la découverte de l'écriture. » Vous savez, les petites tablettes qui sortaient de sa mallette, de son sac que je raconte, dedans, il y avait la découverte de l'écriture. Donc je pense que pour Jacques Chirac, ce filtre-là avait de l'importance. Et puis il y a un volet plus diplomatique, ça c'est Jean-Marc de la Sablière qui m'en parle, qui est l'homme qui était derrière Dominique de Villepin à l'ONU, on ne peut pas avoir oublié ce visage, et qui me dit que Chirac, c'était un homme finalement assez complexe. Ce n'était pas forcément un homme de paix, mais il voulait la paix à tout prix. Et si la paix n'arrivait pas, effectivement, il aurait pu engager militairement. Mais c'était un homme très complexe. D'ailleurs, Sablière me dit, c'est toujours compliqué d'avoir une vue globale. Alors, homme très complexe, homme de paix, c'était même, alors ça vous nous le révélez, un guérisseur. Et il le disait, ben oui, mon grand-père était un rebouteux de Corrèze et il m'a transmis ce don de marabout qu'il a exercé. Alors ça, on l'apprend totalement, c'est une révélation de ce livre. Oui. Marabout, il le dit à la fille de Pierre Bédier. Pierre Bédier est intubé entre la vie et la mort. Pierre Bédier qui fut l'un de ses ministres. Et un grognard. Très grave accident. Voilà, grognard du RPR. Ouais. Et il apprend que Bédier est malade et il appelle sa fille à chaque fois qu'il sort de la chambre d'hôpital de Pierre Bédier et il dit à sa fille un soir, ton père ne mourra pas, je suis un peu un sorcier corrézien. Cette jeune fille aujourd'hui adulte, avait 11 ans je crois, elle est un peu interloquée. Et c'est vrai que Pierre Bédier le dit, lui n'étant pas forcément un féru de cette magie, dit oui, je ne peux que constater que la vérité, il lui parle à l'oreille, il lui chuchote des choses. Chirac, c'est de l'énergie, beaucoup d'énergie. Tous ceux qui l'ont croisé, moi je l'ai croisé plusieurs fois, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui passait, il y a une forme d'humanité. Pierre Bédier est persuadé qu'il a été sauvé par Jacques Chirac, qui pour lui est un marabout. Et oui, il ne peut que le constater. Voilà. Il ne peut que le constater. Alors lui, en attendant, Jacques Chirac aujourd'hui, vous le décrivez, c'est très triste. Chaise roulante, atteint d'anosognosie, j'arrive à le dire, à tel point, vous dites que sa fille, Laurence, dont on vient de parler, qui fut, vous dites, le drame de sa vie, n'est plus de ce monde, elle est morte l'an dernier, mais Jacques Chirac ne le sait plus. Il n'arrive plus à imprimer. Il a, Jacques Chirac, selon mes informations, je dirais un disque dur, une mémoire de ce disque dur très réduite. Notre cerveau permet d'emmagasiner beaucoup d'informations. Bien, Jacques Chirac en emmagasine peu, et son temps d'emmagasinement, sa mémoire est courte. Et c'est vrai qu'il ressent probablement des émotions, mais elles sont de courte durée. Puis la vie, un petit peu comme une rivière qui coule, et bien voilà, emporte ses souvenirs. Et évidemment, c'est d'une grande tristesse parce qu'il n'est plus capable finalement de maîtriser ce destin. Il a dû déménager parce que son fauteuil roulant ne rentrait plus dans l'ascenseur. Il vit dans une maison de retraite qui ne dit pas son nom, dites-vous. Vous avez comparé la fin de vie de Jacques Chirac avec celle de Mitterrand. Oui. Mitterrand a choisi sa mort. Jacques Chirac n'est plus maître de sa vie. Oui, j'y consacre plusieurs pages. La relation entre les femmes, le mysticisme et le moment de la mort. Marie de Henzel a écrit de très beaux livres, puisqu'elle a tenu la main de François Mitterrand. Ouais. François Mitterrand est allé en Égypte pour vivre ses derniers instants en famille. Et il avait la tête, toute sa tête jusqu'à la fin. Puis, il a en quelque sorte presque décidé du moment où il allait partir. Il a presque tout écrit. Jacques Chirac ne peut pas l'écrire. Voilà, très beau livre, très intéressant. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Merci. Président, la nuit vient de tomber. Merci beaucoup, Arnaud Ardouin. Merci à toi. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. La Catalogne et le pouvoir central à Madrid semblent avoir atteint un point de non-retour après le discours du roi hier qui a été très mal perçu en Catalogne. La Catalogne qui pourrait envisager de prendre son indépendance d'ici la fin de la semaine. C'est tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux. Merci beaucoup.